Aéroport de Nairobi, dimanche 1er octobre, il est 5 heures du matin. Le Kenya est un pays dangereux selon Washington, où le terrorisme peut frapper à tout moment. J'ai la double nationalité française et américaine. Aujourd'hui, j'utiliserai mon passeport américain. Je veux vivre dans la peau d'un de mes compatriotes. Sur le site internet de l'administration américaine, on peut lire ces mots: enlèvement, attaque suicide, attentat. À en croire ce document, le pays est une des plaques tournantes d'Al-Qaïda en Afrique. Dès mon arrivée à Nairobi, je prends la route de l'ambassade des États-Unis. Elle est située dans les quartiers les plus chics de la capitale kenyane. Je sais qu'aujourd'hui, une proche de Colin Powell, le ministre des Affaires étrangères, a rendez-vous avec les expatriés. Elle est là pour leur parler de la menace terroriste. Sur le chemin, impossible de rater les symboles de la puissance économique des États-Unis. Mais un peu plus loin, un nouveau symbole surgit. Meca-Cola, un substitut de la célèbre boisson américaine. Le soda fait un carton auprès des musulmans dans le pays. Comme avec mon chauffeur, il s'appelle Rajab Mohamed. Depuis les attentats du 11 septembre, il se sent menacé. C'est difficile d'être musulman au Kenya aujourd'hui ? Nous ne pouvons plus pratiquer librement notre religion. Et ça, c'est à cause de la politique américaine. Vous savez, au Parlement, ils sont en train de voter une loi antiterroriste qui nous interdirait de nous habiller en bons musulmans et même de porter notre kéfir, notre coiffe traditionnelle. On pense tous que cette loi est mauvaise et que les États-Unis font pression sur notre gouvernement pour la faire adopter. Nous ne voulons pas d'une telle ingérence. On approche bientôt de l'ambassade là, Rajab ? Oui, mais ne sors pas ta caméra ici, l'ambassade est très surveillée. Ça te rend un peu nerveux d'être ici, Rajab ? Oui, bien sûr. En tant que musulman, avec mon kéfir, je ne me sens pas rassuré d'être ici. Ils peuvent m'accuser d'être un terroriste juste pour ça. Des troupes d'élite de l'armée kenyane bouclent le périmètre. Impossible pour moi de sortir la caméra. Je vais tenter de rentrer dans l'ambassade avec une caméra cachée. Elle est dissimulée dans un sac à dos. Le bâtiment est à 300 mètres de là, dans un second périmètre de sécurité. Difficile d'y perpétrer un attentat comme en 1998. Il y a 6 ans, l'ambassade américaine se situait en plein centre-ville. Une voiture piégée avait fait plus de 300 morts. C'était la première attaque d'Al-Qaïda contre des intérêts américains. Ici, les consignes sont strictes. Personne ne passe sans raison précise. Sauf bien sûr si l'on est américain. Et je peux pas prendre de photos de l'ambassade là ? Non, non, absolument pas. C'est pour des raisons de sécurité ? Oui, bien sûr. Ah d'accord. Vous savez, dans cette nouvelle ambassade, la sécurité a été renforcée, rien à voir avec l'ancien bâtiment. Et en plus, ça aide de ne plus être en centre-ville. Effectivement, à l'intérieur du sas de sécurité, un détecteur de métal et une machine à rayons X. Ma caméra sera tout de suite repérée. Je rebrousse chemin. Au guichet, j'apprends que l'envoyé spécial de Colin Powell a prévu une autre réunion, demain, à Mombasa, pour la communauté américaine qui habite en dehors de la capitale. Je décide de m'y rendre. 6 heures de route et quelques 450 km plus tard, me voici à Mombasa. C'est la perle de l'océan Indien, le cœur de la communauté musulmane au Kenya. Ici, le terrorisme a déjà frappé 2 fois. 2002, une voiture piégée explose contre l'hôtel Paradis et une attaque à la roquette rate de peu un avion de ligne israélien. Depuis, les touristes américains ont disparu. Mon chauffeur à Mombasa n'est pas musulman. Il s'appelle Christian. Pour lui, comme pour tout le monde ici, depuis 3 ans, la vie n'est plus la même. Que pense-t-on des Américains ici à Mombasa ? Vous savez, les Américains étaient une vraie mine d'or pour l'économie ici. Mais depuis que le terrorisme a frappé, on n'en voit plus beaucoup. L'économie en souffre beaucoup ? Oui, c'est un coup dur pour tout le monde. Au nord de la ville, le bord de mer et ses hôtels de luxe. C'est dans l'un d'entre eux que va se tenir la réunion. Barrière de protection, contrôle d'identité à l'entrée
Et surtout, inspection du châssis à l'aide d'un miroir. Des mesures de sécurité censées rassurer les touristes. La rencontre a lieu dans l'une des salles de conférence de l'hôtel. Je ressors ma caméra cachée. Mais à ma grande surprise, il n'y a aucun dispositif particulier pour filtrer l'entrée. Les 2 gardes me laissent passer sans me fouiller. Ils ne me demandent pas mes papiers d'identité non plus. Dans la salle, une 50aine d'Américains. La plupart sont missionnaires ou humanitaires. Cela fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas vu un officiel américain à Mombasa. Je rencontre enfin Maura Hardy, l'envoyé spécial de Colin Powell. Avant même de pouvoir lui parler, un expatrié l'interpelle. Ils sont tous musulmans ici et tout le monde nous déteste. On nous hait. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème ni de menaces, mais il faut vraiment faire quelque chose pour changer cette tendance. Cette haine n'arrête pas de grandir. Ça en devient ridicule. Que l'on soit démocrate ou républicain, ça n'a même plus d'importance. On nous hait. Et à Washington, rien n'est fait pour changer l'opinion publique du monde envers notre pays. La réunion commence. J'en suis encore à me demander comment on a pu me laisser approcher un diplomate américain, sans fouiller mes 2 sacs. C'est le chef de la sécurité de l'ambassade qui prend la parole. Bien sûr, son identité doit rester confidentielle. Le discours est alarmiste. Le risque terroriste est encore très présent. N'oubliez pas que nous vivons dans un monde très violent. L'actualité nous le rappelle chaque jour. Les attentats anti-américains sont devenus monnaie courante. Enlèvements, assassinats, attentats ne sont que la partie visible de l'iceberg. Les autres choses, je préfère ne pas les évoquer devant vous. Sachez que pour moi, il n'y a aucun doute. Al-Qaïda est encore au Kenya et son idéologie va continuer à pousser des gens à prendre pour cible les intérêts américains dans la région. Retour à Nairobi. L'un des Américains les plus connus de la région accepte de me rencontrer. C'est le PDG de General Motors, le titan de l'automobile américaine. Cadillac, Buick, Chevrolet, son usine de Nairobi fournit toute l'Afrique de l'Est. Billey est une cible idéale pour les terroristes. Et depuis le 11 septembre, il a transformé son usine en véritable camp retranché. Les caméras de sécurité et les gardes sont omniprésents. Regarde là-haut, on vient de mettre une nouvelle caméra. Vous faites plus attention aujourd'hui avec les personnes que vous embauchez? Absolument. Il faut savoir que des terroristes peuvent s'infiltrer ici en tant qu'ouvriers. Tout ce qu'il leur faudrait pour rentrer dans l'usine, c'est porter un bleu de travail. Heureusement, notre dispositif de sécurité est très efficace. Et si moi je venais travailler ici au Kenya, quels seraient vos conseils? C'est simple, depuis 2 ans, on ne nous regarde pas de la même façon en Afrique de l'Est. Il faut donc suivre quelques règles de bon sens, éviter tout rassemblement entre Américains et aussi éviter de le crier sur tous les toits. En fait, il faut vraiment faire profil bas, rester discret et simplement apprécier les qualités de ce pays magnifique. Bill travaille chez General Motors depuis 30 ans. Il tient à me montrer une des choses les plus difficiles qu'il ait eu à faire. Regardez, ici se trouvait avant notre grande enseigne General Motors. Elle couvrait tout le haut du bâtiment. Mais après le 11 septembre, pour des raisons de sécurité, on nous a demandé de faire profil bas et beaucoup d'autres grandes entreprises américaines ont suivi notre exemple. Profil bas peut-être, mais sécurité maximum. Double grillage électrifié, patrouille de chiens, projecteurs et surtout une attention toute particulière à la sécurité personnelle de Bill. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, Bill est suivi par cette voiture escorte. À l'intérieur, ses gardes du corps ne le lâchent jamais, même lorsqu'il part en week-end ou en safari. 3 policiers dans la voiture d'escorte et 1 dans celle de Bill. Ils sont reliés entre eux par contact radio. Ils ne laissent jamais plus de 10 mètres entre les 2 voitures. Est-ce que beaucoup d'Américains sont protégés comme Bill? Non, pas tous les Américains. Bill est un VIP au Kenya. Nous sommes des policiers des forces spéciales. Nous avons été formés pour la protection rapprochée et la lutte antiterroriste. Bill ne pense pas que ces mesures de sécurité soient excessives.
Vous craignez d'être enlevé? Bien sûr, l'enlèvement a toujours été un véritable risque pour les Américains à l'étranger. On me demande de changer mes habitudes, de ne pas prendre le même chemin pour aller travailler. Et vous le faites, ça? Oui, bien sûr, je change aussi mes heures d'arrivée et de départ. Bienvenue à Muthaiga, le Beverly Hills de Nairobi. Dans ce quartier, tout le monde vit sous haute surveillance. Juste avant d'arriver chez Bill, son chauffeur actionne une télécommande. Un signal prévient les gardes de la maison qui ouvrent aussitôt les portes. De cette façon, la voiture de Bill n'est jamais immobilisée. Les gardes du corps, eux, restent en poste, même à l'intérieur de l'enceinte de la propriété. Que l'on soit à l'usine ou chez lui, Bill est obsédé par la sécurité. Tiens, viens voir, Diego. Je vais te montrer les systèmes de sécurité que j'ai fait installer. Bon, d'abord, on a mis en place une palissade en acier et des barbelés tout autour. Il y a aussi une caméra de surveillance à l'entrée et de cette façon, si quelqu'un se présente à la porte le soir, j'appuie sur un des boutons de la télécommande de ma télé et je peux voir qui est là. Et ensuite, je dis aux gardes de laisser entrer ou pas. J'en viens à me demander comment Bill fait pour vivre en état de siège. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Bon, et pour terminer, dans beaucoup de maisons du quartier, nous avons ce que l'on appelle une zone sécurisée. L'idée derrière ce concept, c'est que même si quelqu'un réussit à pénétrer dans la maison, tu le laisses faire ce qu'il veut au rez-de-chaussée. Toi, tu es à l'étage. Tu t'enfermes derrière ces barreaux dans ta zone sécurisée. Et vous faites ça tous les soirs? Oui, tous les soirs. Et si quelqu'un rentre par effraction, ça me donne le temps d'actionner les alarmes depuis les pièces du haut. La police arrive 2 minutes plus tard et ces grilles me permettent de tenir jusqu'à leur intervention. Une forteresse imprenable m'assure Bill. Mais à quel prix? Bill, si je regarde par la fenêtre, je vois des grilles, des barbelés, des murs en acier. Et j'ai vu ces choses avant, mais c'était dans des prisons. Tu sais, on s'y fait à la longue. Ça fait partie de ma vie aujourd'hui, c'est le prix de ma sécurité ici. C'est pas fait pour m'empêcher de sortir, mais pour empêcher les autres d'entrer. C'est la grande différence. Maintenant, t'as tout vu. Bill n'est pas le seul Américain à vivre dans une résidence hautement sécurisée. Dans le quartier de la nouvelle ambassade des États-Unis, Rajab tient à me montrer l'un des derniers projets immobiliers en cours. Il est exclusivement réservé aux Américains. Depuis ce parking, nous aurons une vue imprenable sur le lotissement. On est où ici, Rajab? On est au Village Market, c'est le plus grand centre commercial de Nairobi. Et là, on peut reconnaître les maisons des Américains en contrebas, avec leurs murs et leurs barbelés. C'est de cette façon qu'ils vont vivre maintenant au Kenya, parce qu'ils ont peur d'être la cible d'une attaque terroriste. Cela fait moins de 2 minutes que Rajab et moi sommes sur le parking. Un garde vient nous demander pourquoi nous filmons. Bonjour, je suis un journaliste américain. Je suis en train de faire un reportage. Vous êtes américain? Oui, oui. Mes explications ne suffiront pas. Son supérieur lui demande même par talkie-walkie que je présente mes papiers. J'obtempère. Décidément, au Kenya, passeport américain égale sésame. C'est bon, C'est bon? pas de problème. Bon, merci. À la prochaine. Tu vois, Rajab, c'est un vrai joker, ce passeport. Je peux le garder? Et pour un musulman, ce serait bien d'avoir un passeport comme ça. Bah oui, bien sûr. T'en voudrais un, toi? Si j'avais un passeport comme celui-ci, je serais vraiment très content. Grâce à ce passeport, je pourrais voyager partout sans problème, aller visiter l'Amérique autant de fois que je veux. Mais avec mon passeport kényan et un nom comme Rajab Mohamed, je ne peux même pas imaginer qu'un jour je verrai l'Amérique. Rajab prie dans l'une des mosquées les plus radicales de Nairobi. Je lui demande si je peux rencontrer son imam, le Cheikh Mohamed. Rajab accepte, mais il me conseille de me présenter comme journaliste français. Il a raison. À mon accent, l'imam me prend pour un Américain. Il ne m'autorise pas à filmer. Finalement, je lui montre mon passeport français.
Lorsque je suis arrivé, vous m'avez demandé si j'étais un Américain, parce que je parlais avec un accent. Oui, votre accent. Oui, mon accent, mais pourquoi est-ce que c'était important? Parce que lorsque vous m'avez dit que vous étiez français, j'ai trouvé ça très suspect. Vous savez, j'ai souvent parlé avec des Américains et je connais leur accent et votre façon de parler était bien comme la leur. Moi, j'ai justement rencontré beaucoup d'Américains au Kenya, et j'ai l'impression qu'ils ont peur des musulmans. Écoutez-moi, je vais vous dire quelque chose. Nous, les musulmans, nous sommes les amis de tous les êtres humains et même des Américains. Mais ils n'en veulent pas de notre amitié. Et ils la transforment en hostilité, en faisant des montagnes de tout petits détails sans importance. Autre chose, Cheikh, vous savez, ils disent tous que Mombasa est une ville dangereuse et que toute la côte en général n'est pas sûre. Ils disent ça simplement parce que les gens là-bas s'habillent en bons musulmans. Mais ça ne fait pas d'eux des terroristes. Que diriez-vous aux Américains qui vivent derrière leurs murs et leurs barbelés? Je voudrais leur dire simplement sortez, sortez, nous sommes vos amis. Ce que l'on vous dit ne sont que des mensonges. Le Kenya est un petit bout de paradis. Un petit bout de paradis sur Terre. À Nairobi, il y a aussi des Américains qui refusent de vivre coupés du monde. C'est dans le plus grand hôpital de la ville que j'ai rendez-vous avec le docteur David Silverstein. Américain, il vit au Kenya depuis 24 ans. C'est l'un des directeurs de l'hôpital, il est respecté par tous. Ici, on l'appelle Daktari, ce qui veut dire docteur dans la langue du pays. Docteur, que s'est-il passé ici après l'attentat de l'ambassade en 98? Vous savez, à l'hôpital, nous étions tous en état de choc. Et même si la bombe a explosé à près de 5 km d'ici, c'est bien ça? Eh bien, tout le bâtiment a tremblé. Et on a tous compris que quelque chose d'énorme, de terrible venait de se produire. Personne ne pouvait imaginer ce qui s'était vraiment passé, mais on a vite compris lorsque des dizaines d'ambulances sont arrivées aux urgences. Ce jour-là, ce sont près de 800 blessés qui affluent. L'hôpital est complètement débordé. Et David, lui, organise les secours tant bien que mal. À quoi pensiez-vous ce jour-là? Vous aviez peur? Vous saviez que c'était un attentat? Dans ces moments-là, ma seule préoccupation était simplement de sauver autant de vies que possible. On n'a pas le temps de penser aux implications politiques de tels événements. Et puis, vous savez, à l'époque, en 98, le terrorisme, personne n'y pensait vraiment. Ce n'est que plus tard, quand je me suis retrouvé chez moi, que j'ai commencé à comprendre ce que l'avenir nous réservait. Dans cet attentat, il n'y a eu que 12 Américains qui sont morts. Nous, on a perdu plus de 250 Kenyans. C'est pas juste. Depuis les attentats, les Kenyans sont devenus suspects aux yeux de l'Amérique. Le 11 septembre 2001, j'étais en route pour New York. Nous avons été contraints d'atterrir au Canada. Lorsque j'ai enfin passé la frontière, les douaniers m'ont traité comme une terroriste. Ils m'ont fait une fouille au corps complète. C'était très humiliant. Moi qui étais l'ami de l'Amérique, qui avait sauvé des vies américaines, j'étais vraiment en colère. David, lui, n'a pas de garde du corps, juste un chauffeur, et pour toute mesure de sécurité, il porte sa ceinture à l'arrière. Le terrorisme, il ne s'en soucie pas plus que ça. Vous voyez ces murs, avec des morceaux de verre encastrés, tout ça c'est nouveau. Mais ça n'a rien à voir avec le terrorisme. C'est juste pour se protéger de la délinquance. Car moi, c'est ça qui me fait vraiment peur. Aujourd'hui, il est commun de croiser un ami qui a été attaqué, qui a subi une expérience dangereuse. Alors, pour échapper à la violence urbaine, David prend son avion privé chaque vendredi après-midi. Direction, sa ferme à une centaine de kilomètres de là, en pleine savane africaine. À peine arrivé sur le tarmac de l'aéroclub, un garde me demande d'arrêter de filmer. Ils sont très paranoïaques ici. Quoi, je peux pas filmer? Pourquoi, à cause du terrorisme?
Je suis désolé, mais ce sont les Américains qui nous ont imposé ces règles. Je recommence à filmer après le décollage. 7000 Américains continuent à vivre au Kenya malgré les risques. En survolant la savane, aux côtés de David, je commence à comprendre pourquoi. Tu vois, ici, la vie est bien plus excitante qu'aux États-Unis. J'ai tellement plus de liberté. Avec mon avion, je vais dans ma ferme quand je veux. Et puis j'ai un niveau de vie au Kenya que je ne pourrais pas avoir en Amérique, à moins d'être multimillionnaire. Il y a bien quelque chose qui vous manque au pays, non? Ma famille seulement, c'est tout. Ça y est, on est arrivé au paradis. Sur la piste improvisée, le chef d'exploitation attend David avec un 4x4. 10 minutes plus tard, nous serons sur ces terres. La ferme de David Silverstein est plantée au cœur d'une propriété de 50 hectares. Un véritable havre de paix. La première ville n'est qu'à une trentaine de kilomètres. Dès mon arrivée, je réalise qu'ici, le terrorisme, la criminalité doivent sembler très lointains. Pour nous accueillir, Hannah Commandé, la femme de David. Bonjour Maurice. Tiens, je te présente Diego. Oui, et moi je suis ta femme. Ah, désolé mon amour. Tu aurais dû voir l'atterrissage. Il y avait tellement de vent que j'ai presque atterri de travers. C'était génial. D'ici, on a une vue incroyable sur le lac Navasha. Mais ce que je préfère, c'est le terrain derrière la maison. C'est vraiment sauvage. Et c'est là-bas que je fais mes randonnées à cheval. J'y croise souvent des buffles, des gazelles et des antilopes aussi. En grandissant, vous pensiez qu'un jour vous vivriez dans un endroit pareil? J'ai dû le rêver. C'est ça, le rêver. En fin d'après-midi, Hannah veut me faire partager son rêve. Nous partons à cheval pour un petit safari, l'occasion de parler politique avec elle. Être américaine à l'étranger, c'est une grosse responsabilité, vous savez. C'est important de faire contrepoids à la politique américaine en ce moment. Elle est si butée, si dépourvue de toute vision, si idiote, qu'il faut vraiment offrir une alternative. Et c'est ça notre rôle. Donner au reste du monde un visage humain de l'Amérique et montrer quelles sont nos vraies valeurs. Voilà notre responsabilité d'Américains expatriés. Et cette vie d'expatrié, je commence à y prendre un goût certain. C'est l'heure du cocktail, et ici on ne plaisante pas avec les traditions. J'ai oublié le jean. Ouais, tu l'as oublié. Oh, j'ai oublié le jean, c'est une catastrophe. Je t'ai proposé un gin tonic et j'ai oublié le jean lorsque j'ai chargé la voiture. C'est génial. Des amis des Silverstein les ont rejoints pour le week-end. Tous sont amoureux de l'Afrique depuis plus de 20 ans. Et vous, Barbara, vous repartiriez en Amérique? Pas volontairement, c'est sûr. Pas de jean, mais une vue imprenable sur le lac Navasha. Même au bout du monde, l'importance des prochaines élections présidentielles américaines est dans tous les esprits. Moi, je pense que Kerry et Bush comprennent qu'il faut faire la guerre contre les terroristes. Parce que le terrorisme est un problème majeur dans le monde. Ils sont partout, ils peuvent attaquer à tout moment. Il faut les pourchasser sans répit. Peut-être. Mais moi, quand on me demande pour qui je vais voter, je leur réponds que je voterai pour Kerry. Dimanche matin, je retrouve Bill Lay, le directeur de General Motors et sa petite amie. Lui aussi tient à me montrer qu'il ne plaisante pas avec les traditions. Nous allons dans le seul endroit de Nairobi où les Américains se retrouvent pour prendre un petit déjeuner typiquement américain. Mais c'est un peu contre les recommandations de l'ambassade américaine, non, de se regrouper comme ça?
Tu sais, j'ai appris au cours de toutes ces années passées en tant qu'expatrié que nous, les Américains, nous aimons la liberté. Personne ne peut nous empêcher de faire certaines choses. On peut nous demander, nous interdire, ou encore nous conseiller et nous mettre en garde. Mais le brunch du dimanche, c'est une tradition américaine. Et où que l'on soit dans le monde, nous trouverons toujours un lieu pour nous retrouver. À Nairobi, cet endroit, c'est le Java House. Et comme sur les autoroutes américaines, il est collé à une station essence. Ici, on entre comme dans un moulin, aucune sécurité, aucun contrôle. En quelques minutes, le restaurant est rempli d'Américains. Apparemment, le risque terroriste ne leur coupe pas l'appétit. C'est un peu un morceau d'Amérique ici, non? Oui, c'est vraiment super. C'est vraiment toute la nourriture que j'aime. Regarde là, tu peux prendre des pancakes avec du beurre et du sirop d'érable ou encore avec de la banane et des noix. En fin de compte, j'opterai pour un burrito extra large avec du guacamole. Et toi, Bill, t'as pris lesquels? Je les ai pris nature, c'est tout. Aujourd'hui, les gens qui vivent autour de moi ont un a priori négatif parce que je suis américain. Avant, lorsque tu disais que tu étais américain, tu avais une véritable aura, les gens voulaient te rencontrer. Maintenant, c'est plus « Ah ouais, t'es américain, ok, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en Irak ?» Alors, lorsqu'on me demande mon avis, je réponds simplement « Je soutiens mon gouvernement et ses actions et je pense que la planète est plus en sécurité maintenant. » Et en général, lorsque je dis ça, la conversation s'arrête net. Alors Bill, tu vas voter pour qui? Moi, je suis républicain et je voterai pour le président Bush. À la veille des élections présidentielles, les spécialistes disent que jamais l'Amérique n'a été aussi divisée. Ce voyage me le confirme. Ce qui est peut-être vrai dans le Tennessee l'est aussi ici, à l'autre bout du monde.